Lors du dîner, ma femme a annoncé le divorce. Nos trois filles ont applaudi. Hurrah, maman sera enfin heureuse. J'ai brandi une enveloppe. Avant de fêter, regardez ça. Elles l'ont ouverte. Silence. À l'intérieur, des photos de leur père biologique en prison. Je suis Javier Medina Ortega, 52 ans. Jusqu'à il y a 3 heures, je me croyais un homme de famille. Propriétaire de Construction Medina SA, bâti de zéro en 30 ans. Je suis un constructeur respecté de Paris, gagnant 250 000 euros par an. Tout cela va changer. Ce mardi 23 avril 2024, je suis rentré à 19h40. Après 5 jours à Marseille, pour un complexe résidentiel de 12 millions, j'étais épuisé par le trafic de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Je rêvais d'une douche, d'un dîner tranquille et de mon lit. En ouvrant la porte de ma maison de Neuilly-sur-Seine, 400 mètres carrés, 600 000 euros, j'ai découvert une scène inoubliable. Ma femme, Béatrice Navarro-Ruiz, 49 ans, était assise sur le canapé, rigide. À ses côtés, Sylvie, 26 ans, avocate, Lorraine, 24 ans, médecine, et Claudia, 23 ans, administration. Pas de sourire ni de bienvenue, seulement un lourd silence et des regards indéchiffrables. Assieds-toi, Javier, a dit Béatrice d'une voix froide et distante, comme à un client, pas à son mari de 28 ans. J'ai posé ma valise et me suis assis. Mon cœur s'est emballé. J'ai décidé de divorcer. Je ne suis pas heureuse, Javier. Le monde s'est arrêté. 28 ans de mariage, 3 filles, une maison, des souvenirs, tout réduit à ce « je ne suis pas heureuse » prononcé sans émotion. J'ai attendu une réaction de mes filles, au moins de la surprise. J'avais tort. Sylvie fut la première. C'est mieux pour tout le monde, papa. Maman mérite d'être heureuse. Lorraine a acquiescé. Oui, papa. Tu as toujours été si absent. Maman a tout sacrifié. Puis Claudia, ma Benjamine, a lâché la bombe. Papa, maman sera enfin heureuse sans toi. Elle est revenue de la cuisine avec une bouteille de champagne bon marché, celle que j'avais achetée pour mon 53e anniversaire. Elle l'a décapsulée avec un bruit de coup de feu, puis a servi 4 verres pour elle, Béatrice, Sylvie et Lorraine. « À maman !» a crié Claudia, levant son verre. « À sa liberté, à sa nouvelle vie !»« À maman !» ont répété Sylvie et Lorraine en trinquant. Les 3 filles sautèrent de joie. Béatrice souriait d'un air satisfait et victorieux. Moi, je suis resté assis, ma valise à côté, regardant ma famille célébrer ma destruction comme le nouvel an. Je n'ai rien dit. J'ai pris ma valise et suis monté à la chambre d'amis. J'ai fermé la porte et me suis assis sur le lit. Après 30 minutes à fixer le mur blanc, j'ai senti quelque chose en moi se briser définitivement. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, non par tristesse, mais parce qu'un plan commençait à se former dans mon esprit. Toute la nuit, dans cette chambre d'amis, j'ai repassé chaque année, chaque sacrifice fait pour cette famille qui célébrait mon départ. J'ai rencontré Béatrice en 1996. J'avais 24 ans, tout juste mon premier gros contrat de sous-traitant pour rénover un bâtiment historique à Paris. Elle était infirmière. Un ami commun nous a présentés. Béatrice était magnifique. Cheveux noirs, ondulés, yeux sombres, un sourire qui me paraissait sincère à l'époque. Je suis tombé amoureux comme un idiot. Du moins, je le croyais. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, en février 1997. Je gagnais 40 000 euros par an. 2 mois après le mariage, Béatrice, enceinte de Sylvie, a quitté son emploi. Je veux me consacrer entièrement à notre bébé, m'avait-elle dit tendrement. J'ai accepté sans discuter, voulant être le pourvoyeur, le mari et le père parfait. Sylvie est née en novembre 1997. Je me souviens l'avoir tenue pour la première fois, la trouvant parfaite. Quelle erreur j'avais faite. Lorraine est arrivée 23 mois plus tard, en octobre 1999, puis Claudia en mars 2002. 3 grossesses en 5 ans. Béatrice insistait pour une grande famille. Les enfants ont besoin de frères et sœurs. J'ai travaillé comme une bête pour maintenir ce rêve. Mes journées commençaient à 6 heures, y compris le samedi, entre chantiers, négociations et problèmes administratifs. Je rentrais après 21 heures.
parfois plus tard, mangeais ce que Béatrice laissait au micro-ondes, voyais mes filles endormies et m'écroulais. Les week-ends étaient souvent consacrés à des visites de sites ou des urgences. Quand j'exprimais ma culpabilité de ne pas être là pour les filles, Béatrice me disait: c'est temporaire, Javier. Tu construis notre avenir. Elles comprendront. Je m'occupe de tout ici. Et elle s'en est occupée, façonnant trois filles qui ont vite compris que papa était l'homme d'échecs, mais jamais présent aux événements scolaires ou aux dîners de famille. Je me souviens d'un jour précis en juin 2007. Sylvie, 10 ans, jouait une princesse dans une pièce de théâtre scolaire. Elle m'avait supplié d'y assister. J'avais promis, bloquant l'après-midi dans mon agenda. Mais le matin même, le propriétaire d'une grande entreprise de construction m'a appelé pour une réunion urgente concernant un contrat de 8 millions d'euros. 8 millions. Je ne pouvais pas refuser. J'ai appelé Béatrice. Dis à Sylvie que je suis désolé. Je ferai une pièce privée pour nous ce week-end, avec des costumes et tout. Béatrice a répondu d'une voix compatissante, que je reconnais aujourd'hui comme une manipulation parfaite. Je m'en occupe. Concentre-toi sur ce contrat. C'est notre avenir. J'ai obtenu le contrat. Mais en rentrant, avec des fleurs et des chocolats coûteux pour Sylvie, elle m'a à peine regardé. Maman a dit que ton travail est plus important que moi. Ce n'est pas grave, papa, je sais. Mon cœur s'est brisé. J'ai tenté d'expliquer, de la serrer dans mes bras, mais elle s'était déjà retirée émotionnellement. Béatrice m'a consolé ce soir-là. Ce n'est pas ta faute, mon amour. C'est difficile pour les filles de comprendre que tout ce que tu fais est pour elles. Pour elles. C'était toujours pour elles. Du moins, c'est ce que je pensais. En 2009, j'ai acheté la maison de Neuilly-sur-Seine pour 600 000 euros, fruit de mon travail acharné. Béatrice a choisi chaque meuble, chaque détail. J'ai dépensé 200 000 euros supplémentaires pour la décoration, car les filles méritent de grandir dans une belle maison. J'ai payé leurs écoles privées, 15 000 euros par an par fille, soit 45 000 euros juste pour leur éducation. Voyages à Londres, Paris, Rome, cours de piano, de danse, de tennis, d'anglais, de français, vêtements de marque, dernier téléphone portable dès leurs 13 ans. Quand Sylvie est entrée à l'université de droit, je lui ai acheté un appartement de 100 mètres carrés pour 321 000 euros, pour qu'elle ne perde pas de temps dans les transports. Mes associés me prenaient pour un fou, mais je m'étais justifié. J'ai fait de même pour Lorraine en médecine, un 90 mètres carrés pour 290 000 euros. Et pour Claudia, un 80 mètres carrés pour 240 000 euros. 850 000 euros investis dans des propriétés pour trois filles qui célébraient maintenant mon départ de leur vie. Mais ce qui m'a vraiment détruit cette nuit-là dans la chambre d'amis n'était pas l'argent. C'était le souvenir de chaque tentative de rapprochement avec elle, toujours rejetée. Chaque invitation à dîner où elle se disait occupée avec des amis. Chaque question sur leurs études à laquelle elle répondait par des monosyllabes ennuyés. Chaque fois que Béatrice intervenait, « Laisse-les tranquilles, Javier. Elles sont jeunes. Elles ont besoin de leur espace. » Des années plus tard, j'ai compris que Béatrice avait érigé ce mur entre mes filles et moi dès le début, par chaque commentaire subtil, chaque fois qu'elle leur disait que papa était trop occupé, minimisant mes efforts et amplifiant les siens. Cette nuit-là, allongé dans ce lit qui sentait le désinfectant et l'abandon, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Je ne connaissais pas vraiment ces trois femmes que j'appelais mes filles. Je ne connaissais ni leurs films préférés, ni leurs peurs profondes, ni leurs vrais rêves. Je savais seulement combien elles coûtaient. Puis, le souvenir le plus dévastateur est revenu. Il y a 3 ans, lors d'un dîner de Noël, Lorraine avait lancé en découpant la dinde: « Papa, on ne se ressemble pas physiquement. J'ai tout pris de maman. » Sylvie et Claudia avaient ri. C'était vrai. Elles étaient les clones de leur mère, sans un seul de mes gènes visibles. Béatrice avait souri et caressé ma main. Les filles ont la beauté de ma famille, mais elles ont ton intelligence et ta détermination, mon amour. À l'époque, j'avais pris ça pour un compliment. Maintenant, dans cette pièce sombre, ces mots résonnaient d'un tout autre sens. Il était 4h37 du matin, le 24 avril. En bas, dans le salon, ma famille dormait paisiblement après avoir célébré ma destruction. J'ai pris mon téléphone et cherché sur Google.
Test de paternité Paris urgent discret. Il était temps de connaître la vérité. Mais avant de raconter ce que j'ai découvert, je dois remonter 2 mois en arrière. Cette recherche Google à 4 heures du matin n'était pas ma première suspicion. C'était la confirmation d'un doute enfoui depuis le 14 février 2024, la Saint-Valentin. Quelle ironie! Ce jour-là, j'étais arrivé tôt au bureau, vers 7h30. Ma secrétaire n'était pas encore là. J'ai allumé les lumières, fait du café et me suis assis pour consulter mes emails. La sonnette principale a retenti. Étrange, car l'immeuble ne recevait personne avant 8h30. Je suis descendu, ne trouvant personne, juste une enveloppe blanche ordinaire posée contre la porte vitrée. Pas d'adresse d'expéditeur, pas de nom de destinataire. Juste une enveloppe blanche standard, délibérément laissée là. Je l'ai ramassée, sentant un étrange nœud à l'estomac, ce genre de pressentiment qui vous avertit d'un danger imminent. Je suis remonté à mon bureau. J'ai verrouillé la porte et ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une simple feuille de papier d'ordinateur. Le message était direct et brutal. Monsieur Medina, les filles que vous appelez vos filles ne partagent pas votre sang. Béatrice vous a trompé depuis le début. Faites un test ADN avant qu'il ne soit trop tard. Un ami qui connaît la vérité. J'ai lu ces mots à maintes reprises. Ma première réaction fut la rage. Quelqu'un jouait un sale tour. Un concurrent ou un ancien employé cherchant à me déstabiliser. Paris est pleine de gens misérables qui aiment semer la discorde. J'ai déchiré la lettre en petits morceaux et les jeté à la poubelle. Problème réglé. Mais le soir même, en rentrant, en voyant Béatrice préparer le dîner en fredonnant une vieille chanson, quelque chose en moi restait inquiet. J'ai observé son profil depuis l'encadrement de la cuisine. Son nez légèrement retroussé, ses pommettes hautes, son menton pointu. Puis j'ai regardé les photos de famille dans le couloir. Sylvie, Lorraine, Claudia. Toutes avaient le même nez que Béatrice, les mêmes pommettes, le même menton, même la même forme d'oreille, légèrement décollée. J'ai un nez droit et large, des pommettes plates, un menton carré, des oreilles collées au crâne. Rien de moi n'était visible sur ces 3 visages que j'avais considérés comme des copies féminines de ma lignée. C'est normal, me suis-je dit cette nuit-là, allongé à côté de Béatrice. La génétique est capricieuse. Les enfants ressemblent parfois plus à un parent qu'à l'autre. Ça ne voulait rien dire, mais la graine du doute était déjà plantée. 3 jours plus tard, le 17 février, cherchant de vieilles factures fiscales au sous-sol, je découvris une boîte en carton dissimulée derrière une étagère métallique. Scellée d'un ruban adhésif renforcé, elle portait l'écriture de Béatrice. Privé, ne pas toucher. Je la fixai 10 minutes. Envahir son intimité me paraissait une trahison. Mais la lettre anonyme continuait de résonner. Je déchirai le ruban. À l'intérieur, de nombreuses photographies d'une jeune Béatrice, probablement des années 90, avec un homme qui n'était pas moi. Grand, mince, tatoué, coupe militaire, sourire arrogant. Il s'étreignait, il l'embrassait. Sur l'une, particulièrement troublante, Béatrice, enceinte, protégeait son ventre tandis qu'il la regardait en souriant. Ce n'était pas mon enfant. Je vérifiai les dates. Août, septembre, novembre, 1997. Sylvie était née en novembre 1997 et nous nous étions mariés en février de la même année. Béatrice était donc déjà enceinte, ou le fut de cet homme juste après notre mariage. D'autres clichés suivaient. Juin, octobre 1999. Lorraine était née en octobre. Et janvier, mars 2002. Claudia en mars. Les 3 grossesses, toutes avec cet inconnu. Au fond de la boîte, une note manuscrite, rugueuse et truffée de fautes d'orthographe, disait « Écoute, je ne peux pas être père maintenant. J'ai de sérieux problèmes à résoudre. Fais ce que tu dois faire. Je te chercherai quand je me sortirai de ce pétrin. R. » Une signature lâche. Je photographiai tout avec mon téléphone, puis refermai la boîte, la scellant avec du nouveau ruban pour qu'elle paraisse intacte. Ce soir-là, je dînais avec ma famille, faisant semblant que tout était normal. Béatrice parla de yoga, Sylvie d'une affaire juridique, Lorraine de ses examens, Claudia de son voyage à Ibiza. J'acquiesçais, souriais,
posait des questions, mais au fond, je me sentais dîner avec des étrangers. Après cette nuit, je commençais à remarquer des détails que j'avais ignorés. Une semaine plus tard, Claudia mentionna au petit déjeuner son groupe sanguin O négatif. Béatrice l'est aussi. Moi, je suis A positif. Génétiquement, il était presque impossible d'avoir une fille O négatif. Je confrontais subtilement Béatrice. Oui, mon amour, elle est O négatif, comme moi. Le médecin a dit qu'elle avait complètement hérité de mon sang. Elle sourit sans culpabilité. Les semaines suivantes, j'observais davantage. Béatrice évitait les conversations sur nos débuts, ou changeait rapidement de sujet si je mentionnais les dates de ses grossesses. Les filles ne montraient jamais de curiosité pour ma famille, mais connaissaient tout de celle de Béatrice. La lettre anonyme ne me semblait plus absurde. C'était un avertissement désespéré. Puis vint le 23 avril, l'annonce du divorce, la célébration obscène et ma décision finale de confirmer ce que mon cœur savait déjà. Le 25 avril, 48 heures après l'annonce, j'engageai un détective privé. Je ne cherchais pas en ligne. J'appelai mon avocat et ami, Thomas Herrera Hill, pour un contact discret en cas de problèmes conjugaux. Il me donna le numéro d'Hector Campos, un détective avec 20 ans d'expérience en infidélité et fraude familiale. Nous nous rencontrâmes dans un petit café en périphérie de Paris, loin de mes quartiers habituels. Hector avait 58 ans, une carrure robuste, les cheveux gris très courts et un regard pénétrant. À une table isolée, je commandai un café noir, lui un thé noir sans sucre. Je lui racontai tout. La lettre anonyme, les photos, les incohérences de groupes sanguins et la célébration grotesque du divorce par mes filles. Hector écoutait, prenant des notes. J'ai besoin de preuves ADN des filles et de moi, conclus-je, et de savoir qui est l'homme sur les photos. Hector ferma son carnet. Ce que nous découvrirons pourrait changer votre vie. Êtes-vous prêt? C'est déjà fait, répondis-je. Je veux la vérité. Il m'expliqua le processus. Des échantillons biologiques des filles à leur insu. Cheveux, salive, brosses à dents et un échantillon de moi-même. L'analyse prendrait 10 à 15 jours. 5 000 € d'avance, dit Hector. Cela inclut les tests ADN en laboratoire, une recherche sur l'homme des photos si vous me fournissez des images claires et un rapport. Toute enquête supplémentaire sera facturée à part. J'acceptai immédiatement. 5 000 € n'étaient rien comparé aux millions que j'avais dépensés pour élever des filles, qui n'étaient peut-être pas les miennes. Le défi était de récupérer les échantillons. Mes filles vivaient loin, et le divorce réduisait leurs visites. Mais le hasard joua en ma faveur. Le 1er mai, Béatrice organisa un déjeuner familial pour discuter civilement du divorce, c'est-à-dire s'assurer que je signe rapidement. Les trois arrivèrent vers midi. Béatrice avait préparé la paella valencienne, le plat préféré de Sylvie. Cette hypocrisie me donnait la nausée. Pendant le déjeuner, je feignis la résignation. J'acquiesçai aux explications de Béatrice sur la séparation des biens, souris à l'appartement moins cher de Claudia et portai un toast à l'eau quand Lorraine proposa d'en finir sans drame. Mais pendant qu'elle bavardait joyeusement de leur avenir sans moi, j'exécutais mon plan. Après le déjeuner, tandis que Béatrice servait le dessert et que les filles discutaient, je montai au 2e étage, prétextant chercher des documents. Dans leur salle de bain, je trouvai un mouchoir usagé de Lorraine, avec du rouge à lèvres et de la salive. Je le mis dans un sac plastique. Je redescendis. Une demi-heure plus tard, Sylvie monta à la même salle de bain. Elle redescendit et je répétai l'opération, trouvant de longs cheveux noirs sur la brosse, avec un follicule visible. Je les rangeai. Claudia fut plus difficile. Elle utilisa la salle de bain du rez-de-chaussée sans y laisser de traces. Mais elle fit une erreur. Elle demanda un verre d'eau et le laissa sur la table basse, avec une marque de rouge à lèvres. 20 minutes plus tard, lorsqu'elles partirent, j'avais ce verre emballé dans du papier absorbant, dans un sac Ziploc. Je contactai Hector le soir même. Le 3 mai, dans un parking souterrain, je lui remis les 3 échantillons étiquetés et mon propre échantillon de salive. Résultat sous 2 semaines, promit Hector, rangeant le tout. Je vous appellerai personnellement.
Ces 2 semaines furent les plus longues de mon existence. Je cohabitais avec Béatrice, étrangement prévenante. Elle cuisinait mes plats préférés, s'enquérait de mon travail avec un intérêt fin et tentait d'initier des conversations sur une relation amicale post-divorce pour les filles. J'acquiesçais, souriais, feignais la coopération. Mais chaque nuit, dans la chambre d'amis, je menais ma propre enquête à partir des photos du sous-sol. J'utilisais un logiciel de reconnaissance faciale avec l'image la plus nette de l'homme. Sans résultat concret, mais j'observais des détails. Un tatouage sur son avant-bras droit ressemblant à un serpent enroulé autour d'un poignard. Un tatouage sur le côté gauche de son cou montrant les initiales RL en écriture gothique. Une cicatrice visible au-dessus de son sourcil droit. Finalement, le 14 septembre 2024, mon téléphone sonna à 11h40. Un numéro inconnu. Hector Campos. J'ai les résultats. Nous devons nous voir aujourd'hui. Le ton de sa voix me dit tout. Nous nous retrouvâmes au même café en périphérie de Paris, à 15h. Hector posa l'épaisse enveloppe cartonnée sur la table. « C'est grave ?» demandai-je, ma voix étrangère. Hector prit une profonde inspiration. « Monsieur Medina, les 3 tests ADN confirment une compatibilité génétique de 0% entre vous et les filles. 0. Il n'y a aucune possibilité statistique que vous soyez leur père biologique. » Le monde s'arrêta. Je m'y attendais, mais l'entendre avec une certitude scientifique absolue fut un choc. « J'ai aussi enquêté sur les photos que vous avez fournies, » poursuivit Hector, ouvrant l'enveloppe et en sortant des feuilles imprimées. Le sujet des images s'appelle Ricardo Lopez Santos. Il a 50 ans. Et c'est là que la situation se complique considérablement. Il me montra la première feuille. Un cliché judiciaire. Le même homme des photos du sous-sol, mais 10 ans plus âgé, le regard durci, un numéro de détenu sous le visage. Ricardo Lopez Santos purge une peine de 40 ans à la prison de Soto del Rio pour meurtre aggravé, expliqua Hector d'un ton professionnel. Il a été condamné en juillet 2003 pour avoir battu et poignardé à mort un rival trafiquant de drogue à Barcelone, lors d'une dispute pour une dette de 80 000 € liée à la cocaïne. Mon estomac se contracta violemment. Je n'avais pas seulement élevé des filles, qui n'étaient pas les miennes, mais celles d'un meurtrier condamné. Hector continua de sortir des documents de l'enveloppe. Coupures de journaux jaunis, transcriptions judiciaires, rapports de prison. Chaque feuille était un coup de poignard à ma raison. Le crime, lut Hector, eut lieu le 19 juin 2003 dans un entrepôt abandonné du quartier de Sens, à Barcelone. Ricardo Lopez y rencontra la victime, Ernesto Campos Duran, pour recouvrer une dette liée à une cargaison de drogue. Selon les témoins, la dispute dégénéra rapidement. Lopez sortit un cran d'arrêt de 20 cm et attaqua Campos à plusieurs reprises. Hector marqua une pause. Le rapport médico-légal a enregistré 17 coups de couteau, monsieur Medina. 9 au torse, 5 au cou, 3 au visage. Le procureur a plaidé le meurtre avec préméditation et cruauté extrême. Lopez fut condamné à 40 ans, sans libération conditionnelle avant un minimum de 20 ans, soit 2023. « Attendez, l'interrompis-je. Cela signifie qu'il aurait pu être libéré ? » « Non, » clarifia Hector. Lopez a eu de nombreux incidents disciplinaires en prison. Bagarres, possession d'objets interdits, participation à une émeute en 2011. Chaque incident a ajouté des années à sa peine. Selon les dossiers, il ne sera éligible à la libération conditionnelle qu'en 2043, à 67 ans. Ce monstre resterait enfermé 19 ans de plus. Un maigre réconfort, sachant que son sang coulait dans les veines des 3 femmes que j'avais élevées, les croyant mon héritage. Hector sortit une autre photo. Un Ricardo plus jeune, des années 90, en uniforme blanc, de patient psychiatrique ou en réadaptation. « C'est là qu'il est lié à votre femme ?» expliqua Hector, pointant l'image. Ricardo Lopez Santos a été admis à la clinique de réadaptation San Jerónimo à Alabendes le 23 mars 1996 pour addiction à la cocaïne et à l'héroïne. Il y est resté 4 mois, jusqu'en juillet. Béatrice Navarro Ruiz y travaillait comme infirmière de nuit. Bien sûr, ils s'étaient rencontrés là. Béatrice n'avait jamais donné de détails sur son travail à cette clinique,
prétextant que c'était trop déprimant. Maintenant, je comprenais pourquoi. J'ai le témoignage d'une ancienne collègue de Béatrice, continua Hector, me tendant une transcription. Une femme nommée Noura Eacius Campos, maintenant à la retraite, a confirmé que Béatrice et Ricardo avaient eu une romance intense durant son séjour, apparemment contre toutes les règles de la clinique. Béatrice était très discrète. Noura ne l'a découvert qu'en les voyant s'embrasser dans la réserve un matin. Je lus la transcription, mes mains tremblantes. Les mots de Noura étaient d'une précision dévastatrice. Béatrice était obsédée par Ricardo, le croyant incompris, sa dépendance issue d'une enfance traumatisante. Toutes ces balivernes psychologiques que les jeunes infirmières gobent. Je l'ai prévenu que ce type était dangereux, avait dit Noura. Il avait des antécédents de violence bien avant le meurtre. Mais elle n'a rien voulu entendre. Quand il a quitté la clinique en juillet, elle a continué à le voir en secret. Elle a continué à le voir jusqu'à quand ? Demandai-je à Hector, bien que je connaisse déjà la réponse. D'après les dates des photos et des naissances, ils ont eu des contacts intermittents de juillet 1996 à mai 2002, répondit Hector. Près de 6 ans. Béatrice est tombée enceinte 3 fois de ce criminel, réalisant qu'elle aurait besoin de soutien financier. C'est là que je suis entré en scène. Javier Medina, l'idiot parfait pour jouer le père de substitution. Quand m'a-t-elle rencontré ? Hector expliqua: vous vous êtes rencontrés en décembre 1996, mariés en février 1997, et Sylvie est née en novembre. Je hochai la tête. Donc, elle était déjà enceinte ou l'est devenue aussitôt. Vu que Ricardo Lopez est le père biologique et qu'elle le voyait encore, elle était très probablement enceinte et m'a cherché comme solution. Ces mots me frappèrent comme des coups de massue. Béatrice ne m'avait jamais aimé. Elle ne m'avait même pas choisi par réelle attraction. J'étais une stratégie de survie, un plan B, une bouée de sauvetage économique pour les enfants d'un autre. Pourquoi 3 grossesses ? Demandai-je, confus. Si elle m'avait comme pourvoyeur après la première ? Hector haussa les épaules. Seule elle peut répondre, mais certaines femmes maintiennent une relation émotionnelle avec un amant, tout en extrayant des ressources financières du mari légal. C'est plus fréquent qu'on ne le pense. Il me montra les rapports de visite en prison de Ricardo Lopez depuis 2003. Le nom de Béatrice n'y figurait pas. Elle ne l'a jamais visité, confirma Hector. Logique. Elle avait 3 filles, un mari, une vie confortable. Visiter un meurtrier aurait tout ruiné. Elle l'a abandonné et a continué sa farce. Farce. 28 ans de mariage bidon. 3 filles qui partagèrent les gènes d'un meurtrier violent et d'une mère manipulatrice, mais aucune trace de mon ADN. Y a-t-il autre chose ? Demandai-je, bien que je ne sois pas sûr de vouloir le savoir. Hector sortit le dernier document, un certificat médical de la clinique San Geronimo, d'août 1996. Trouvé dans des dossiers qui auraient dû être détruits, expliqua-t-il. C'était une demande de test de grossesse de Béatrice Navarro, datée du 28 août 1996. Résultat positif. Des mois avant que je ne la rencontre, par hasard. Ce n'était pas le hasard. Rien n'était le hasard. Tout était calculé. Je quittais le café avec une enveloppe sous le bras et une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des mois. La rage initiale s'était transformée en quelque chose de bien plus dangereux. Une détermination froide et absolue. Cet après-midi-là, le 16 septembre 2024, j'appelais Thomas Herrera depuis ma voiture, dans un centre commercial, pour éviter que Béatrice n'entende. Thomas, j'ai besoin de ton aide urgente. Pas pour le divorce, pour quelque chose de bien plus grave. Nous nous retrouvâmes à son bureau à 20 heures. J'arrivais avec l'enveloppe d'Hector et mes propres photos. Thomas ferma les stores, éteignit son portable. Je lui montrai tout, résultat ADN, casier judiciaire de Ricardo Lopez, vieille photo, certificat de grossesse d'août 96. Thomas lut en silence, son visage se durcissant. Fils de... murmura-t-il. 28 ans, Javier. 28 ans de mensonges. Je dois protéger mes biens avant qu'elle n'en prenne la moitié, dis-je, et sans qu'elle ne se doute de rien. Thomas s'adossa. Nous avons un avantage. Béatrice n'a pas encore déposé la demande de divorce, n'est-ce pas ? Non, répondis-je.
Son avocat prépare les papiers, mais rien d'officiel. Parfait. Ça nous donne une marge de manœuvre. Thomas ouvrit son portable. Option 1. Transférer la majorité des parts de vos entreprises à un tiers de confiance. Avez-vous des proches? J'ai un frère cadet, Fernando. Il vit à Saragosse. Il est comptable et entièrement fiable. Excellent. Nous pourrions structurer un transfert de 60% des parts de l'entreprise au nom de Fernando par le biais d'une augmentation de capital. C'était techniquement légal, fiscalement propre et difficile à annuler lors d'un procès de divorce si exécuté avant une action en justice formelle. J'acquiesçais. Deuxième option, poursuivit Thomas, déplacer les actifs liquides à l'international. J'avais environ 828 000 € dans mes comptes bancaires français, répartis sur 3 banques. Thomas siffla doucement. C'était vulnérable. Nous pourrions transférer 70% vers des comptes d'entreprise en Suisse ou au Luxembourg, sous le concept d'investissement corporatif international. Encore une fois, légal si correctement documenté, comme une initiative commerciale avant la séparation matrimoniale. Nous passâmes les 3 heures suivantes à concevoir une stratégie complète. Thomas rédigea les contrats, tandis que j'appelais Fernando pour lui expliquer la situation. Mon frère accepta immédiatement de m'aider, sans poser de questions embarrassantes. Le lendemain, 17 septembre, Fernando voyagea de Saragosse à Paris. Nous signâmes les documents d'augmentation de capital chez le notaire. Fernando apporta 5 000 € de ses fonds propres. Je lui versai 150 000 € et en retour, il reçut légalement 60% de Construction Medina SA, devenant ainsi l'associé majoritaire. En privé, nous avions un accord signé pour annuler l'opération une fois le divorce finalisé. Béatrice ne se doutait de rien. Ce soir-là, je lui dis que j'avais eu des réunions ennuyeuses avec des comptables au sujet de l'optimisation fiscale. Elle y prêta à peine attention, trop occupée à regarder une série turque à la télévision. Au cours des 2 semaines suivantes, j'exécutais chaque phase du plan avec une précision chirurgicale. Je transférais 574 000 € vers un compte d'entreprise à Zurich, sous le nom d'une filiale fictive créée spécifiquement pour protéger les actifs. J'annulais les cartes de crédit supplémentaires liées à mon compte principal, que Sylvie, Lorraine et Claudia utilisaient pour leurs dépenses personnelles, les remplaçant par des cartes de débit prépayées que je pouvais contrôler mois par mois. Béatrice remarqua ce changement. « Pourquoi as-tu annulé les cartes des filles ?» me demanda-t-elle un soir au dîner, d'un ton accusateur. « Audit fiscal », mentis-je calmement. Mon comptable dit que les dépenses personnelles mélangées aux professionnelles peuvent créer des problèmes avec les autorités fiscales. Les nouvelles cartes sont plus claires pour la comptabilité. Elle accepta l'explication. Pourquoi pas? Pendant 28 ans, j'avais été le mari obéissant qui ne remettait jamais en question les dépenses ou les décisions financières domestiques. Pendant ce temps, Hector continuait de travailler sur des documents supplémentaires. Je lui demandai d'obtenir des photographies actuelles de Ricardo Lopez en prison. Ses contacts journalistiques obtinrent des images d'un rapport de 2022 sur les conditions carcérales à Soto del Real. On y voyait Ricardo, désormais âgé de 50 ans, les cheveux complètement gris, le visage marqué de multiples cicatrices, en uniforme institutionnel orange, menotté lors d'un transfert. Je rassemblai également tous les actes de naissance des 3 filles. Sur chacun, Béatrice m'avait déclaré père sans ma présence physique au registre. Techniquement légal, car nous étions mariés et la loi présume la paternité automatique du mari, mais moralement, c'était une fraude colossale. Le 1er octobre, je demandai des copies certifiées du jugement de Ricardo Lopez, un document public accessible par une demande formelle au tribunal de Barcelone. 43 pages détaillant le crime. Comment Ricardo avait poursuivi Ernesto Campos dans un entrepôt abandonné, l'avait poignardé à plusieurs reprises alors que la victime suppliait pour sa vie, et avait laissé le corps se vider de son sang pendant des heures sans appeler d'aide médicale. J'imprimais les pages les plus explicites du rapport médico-légal, des photos de la scène de crime, la description médicale de chaque blessure, le témoignage d'un témoin ayant entendu des cris depuis un bâtiment adjacent. Je voulais que mes filles sachent exactement quel genre de sang coulait dans leurs veines. J'organisais le tout dans un dossier professionnel avec des intercalaires de couleurs. Section bleue,
Résultat, ADN de 3 laboratoires indépendants. Section rouge, casier judiciaire complet de Ricardo Lopez Santos. Section jaune, vieille photographie de la romance entre Béatrice et Ricardo. Section verte, certificat de grossesse de Béatrice d'août 96, prouvant qu'elle était déjà enceinte quand elle m'avait rencontré. Je gardais tout dans un coffre-fort de mon bureau privé, attendant le moment parfait. Béatrice, quant à elle, agissait avec une confiance croissante. Elle parlait ouvertement de ses projets post-divorce. Un petit appartement moderne, un voyage en Thaïlande avec une amie de la salle de sport. Peut-être reprendre des études d'infirmière. Elle supposait que je lui remettrais la moitié de tout sans résistance, car j'avais toujours été un homme passif et complaisant. Les filles aussi se détendirent. Sylvie m'envoya un message en octobre, demandant une avance de 1 200 € pour acheter une nouvelle voiture. Lorraine réclama 15 000 € pour un cours spécialisé en cardiologie à Londres. Claudia voulait 8 000 € pour rénover les meubles de son appartement. Je leur répondis à tout ce que j'y réfléchirais une fois les papiers du divorce finalisés. Elles ne forcèrent pas, persuadées que je céderais. Une erreur fatale. Le 20 octobre, Béatrice reçut l'accord de divorce de son avocate. Elle le parcourut sur le canapé, un sourire satisfait aux lèvres. Mon avocate dit que j'ai droit à 50% de la valeur de la maison, plus une pension de 1 500 € par mois pendant 10 ans, annonça-t-elle triomphante. C'est juste, j'ai consacré ma vie aux filles pendant que tu bâtissais ta carrière. Je hochai la tête, impassible. Ça me semble raisonnable. Elle parut surprise par ma docilité. Je pensais vraiment que tu protesterais. Pourquoi ? Répliquai-je en haussant les épaules. Si c'est déjà décidé, ça ne sert à rien de se battre. Je veux juste qu'on mette fin à ça civilement. Béatrice sourit largement, convaincue d'avoir gagné sans effort. Elle ignorait tout de ce qui l'attendait. J'organisais le dîner pour le samedi 9 novembre 2024. Béatrice croyait à une réunion familiale de routine pour signer un document préliminaire. Mes plans étaient tout autres. J'engageai un traiteur discret qui arriva à 17 h pour dresser une table élaborée. Saumon au four, salade de roquettes, risotto aux champignons, vin blanc, albarigno millésimé. Tout était impeccable, calculé. « Pourquoi tant d'efforts » demanda Béatrice, observant la table décorée de la nappe en lin et de la vaisselle de porcelaine des grandes occasions. « Si nous mettons fin à notre mariage, faisons-le avec dignité, » répondis-je avec un sourire que j'avais répété devant le miroir. Les filles méritent des adieux civilisés, sans cris ni drame. Béatrice parut émue, m'étreignant même brièvement. Je savais que tu serais raisonnable, Javier. Tu as toujours été un homme bon. Un homme bon. Quelle ironie brutale. Sylvie, Lorraine et Claudia arrivèrent ensemble à 19h30, élégantes dans leurs jeans ajustés et blouses de créateur, parfumées de ces fragrances coûteuses que je leur offrais. Nous nous installâmes. Béatrice en bout de table face à moi, Sylvie à ma droite, Lorraine à ma gauche, Claudia à côté de sa mère. Une disposition parfaite. Pendant 21 minutes, j'entretins une conversation légère, m'intéressant à leur vie. L'affaire juridique de Sylvie, les anecdotes hospitalières de Lorraine, le projet de Claudia. J'étais le père attentif, hochant la tête, souriant. Béatrice me regarda avec nostalgie. « J'aurais aimé que tu sois aussi présent quand elles étaient petites. »« Tu as raison, » admis-je sans discussion. J'ai trop travaillé, manqué de nombreux moments importants. Mon honnêteté les surprit toutes les 4. Une fois le plat principal terminé, Béatrice sortit une pochette bleue de son sac Louis Vuitton, mon cadeau pour ses 45 ans. « Bien, passons aux choses sérieuses, » annonça-t-elle, posant le dossier sur la table. « Voici les documents préparés par mon avocate. En gros, la maison est divisée 50-50 après le remboursement du prêt. Je recevrai une pension de 1 500 € par mois pendant 10 ans et les biens mobiliers sont partagés selon l'inventaire. » Elle me tendit les papiers. « Il suffit de signer ces pages. Mon avocate dit que tout peut être réglé chez le notaire la semaine prochaine si tu coopères. » Je regardais les documents sans les toucher. « Et les filles recevront-elles quelque chose ?» Béatrice sourit maternellement. « Eh bien, nous supposons que tu maintiendras ton soutien comme toujours. Ce n'est pas dans les documents formels. Elles sont adultes.
mais nous comptons sur toi pour continuer à les aider financièrement. Évidemment, répétai-je d'un ton neutre. Sylvie intervint, sa voix douce sonnant condescendante. Papa, tu as toujours été généreux. Il n'y a aucune raison que ça change. Nous restons une famille. Famille, répétai-je lentement. Bien sûr, famille. Lorraine leva son verre. Je propose un toast aux fins qui sont de nouveaux commencements. À maman qui sera enfin heureuse, à papa qui trouvera ce qu'il cherche, et à nous qui serons toujours là. Elles levèrent leur verre. Je levai le mien, rempli d'eau minérale, pour garder l'esprit clair. À maman, dit Claudia avec un sourire radieux, à sa liberté et à sa nouvelle vie loin d'un homme terne et ennuyeux. Sylvie rit. Claudia, ne sois pas cruelle. C'est la vérité, répliqua Claudia. Papa est un bon soutien, mais regarder la peinture séchée est plus captivant que de passer du temps avec lui. Leurs rires éclatèrent, Béatrice feignant de les gronder. Son sourire la trahissait. C'était le moment que j'attendais depuis 2 mois. Je me levai, allai au vieux buffet et en sortis une grande enveloppe jaune que je posai lentement devant Béatrice. Avant de signer, dis-je d'une voix froide et maîtrisée, il y a quelque chose que vous devez tous voir. Quelque chose qui va changer absolument tout ce que vous croyez savoir sur cette famille. L'atmosphère changea. Les sourires se figèrent. Béatrice fixa l'enveloppe comme un serpent. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sylvie, inquiète. « Ouvrez-la » répondis-je en la poussant. « Mieux encore, ouvrez-la ensemble. Partagez ce moment en famille, comme vous le prétendez. » Sylvie hésita, puis saisit l'enveloppe, l'ouvrit et en sortit des résultats de laboratoire de GenLab, Paris, avec sceau officiel. Ses yeux parcoururent la page. Je vis l'instant précis où elle comprit. Son visage devint d'une pâleur dramatique. « Qu'est-ce que ça dit » demanda Lorraine, en lui arrachant le papier. Elle lut à voix haute, la voix tremblante. Analyse de compatibilité génétique entre Javier Medina Ortega et Sylvie Medina Navarro. Résultat. Probabilité de paternité biologique 0%. Conclusion. Le sujet examiné ne peut être le père biologique de la mineure évaluée. Un silence absolu s'installa, lourd. Claudia vida le contenu de l'enveloppe sur la table. Des dizaines de documents s'éparpillèrent. Résultat. ADN, photographie, coupure de journaux titrant « Ricardo Lopez, condamné à 40 ans pour meurtre brutal ». Lorraine ramassa une vieille photo, une jeune Béatrice étreignant un homme tatoué. Au dos, septembre 1997, de la main de Béatrice. « Qui est-ce » murmura Lorraine. Je sortis une photo récente de Ricardo en uniforme de prisonnier orange et la posai à côté de l'ancienne. C'est Ricardo Lopez Santos. Il a 50 ans, le père biologique de vous trois. Ma femme l'a rencontré infirmière dans une clinique de réhabilitation pour toxicomanes. Ils ont eu une liaison de 6 ans et, durant cette période, Béatrice est tombée enceinte de vous. Claudia sec. Dis-moi que c'est une manipulation. Papa a falsifié ça par vengeance. Béatrice, la bouche ouverte, cherchait ses mots. Elle parvint à dire « Javier, les circonstances étaient compliquées. Tu ne comprends pas. » « Je ne comprends pas ?» Ma voix s'éleva. « Explique-nous comment leur mère est tombée enceinte 3 fois d'un toxicomane violent, puis a cherché un homme fortuné pour les élever. » Claudia se leva. « Tu nous détestes. C'est une vengeance ignoble parce que tu nous as entendus célébrer le divorce. » Je pris mon téléphone, connectai le fichier audio de mon détective au haut-parleur. C'est l'enregistrement d'une conversation entre mon enquêteur et Nura Easius Campos, l'ancienne collègue de votre mère à la clinique San Geronimo, annonçai-je en lançant la lecture. La voix d'une femme âgée emplit la pièce. Oui, je me souviens de Béatrice Navarro. On travaillait ensemble. Elle était obsédée par un patient, Ricardo Lopez. Il y avait quelque chose entre eux. Après sa sortie de cure en 96, elle a continué à le voir, m'avouant l'être amoureuse. Je l'ai prévenue de sa dangerosité. Mais Béatrice n'écoutait rien. Quand elle est tombée enceinte la première fois, elle a dit que Ricardo était le père, mais ne pouvait assumer. Alors, elle avait trouvé une solution alternative. Puis je l'ai vue enceinte 2 autres fois, toujours avec Ricardo, disparaissant et revenant avec cette lueur dans les yeux. J'arrêtai l'enregistrement,
Le silence était assourdissant. Béatrice s'effondra sur sa chaise, sanglotant, la tête dans les mains. Lorraine laissa tomber la photographie. Maman, dis que cette femme ment. Béatrice leva la tête, le visage ravagé, les yeux gonflés, le mascara coulant. Elle tenta de nier, mais une confession brisée s'échappa. Ricardo ne pouvait être père, impliqué dans de mauvaises choses. Je devais vous protéger. Javier était stable, travailleur. Il pouvait vous offrir la vie et les opportunités que Ricardo n'aurait jamais pu donner. Tu voulais juste nous protéger? Sylvie hurla. Tu as fait de nous les filles d'un meurtrier, un homme qui a poignardé quelqu'un 17 fois. Tu nous as menti toute notre vie, nous faisant croire que notre père était cet homme décent qui travaillait comme un esclave pour tout nous donner. Claudia saisit le document judiciaire et lut d'une voix hystérique. La victime, Ernesto Campos Duran, a été retrouvé avec 17 coups de couteau, 9 au torse perforant les poumons et le foie, 5 au cou, coupant les artères principales, 3 au visage, détruisant la structure faciale. L'accusé, Ricardo Lopez Santos, a fait preuve d'une cruauté extrême et d'un mépris total pour la vie humaine. Elle jeta les papiers en l'air. Ce monstre est notre père. Ses gènes sont en nous. Lorraine s'effondra, pleurant. Pourquoi? Pourquoi nous as-tu fait ça, maman? Pourquoi ne nous as-tu pas dit la vérité? Parce qu'à ce moment-là, vous meniez déjà des vies confortables, répondis-je pour Béatrice. Tout ça payé par l'homme qui a été assez stupide pour croire à ce mensonge pendant 28 ans. Votre mère allait-elle risquer ce train de vie en vous disant la vérité? Béatrice me regarda avec une haine pure. Tu n'as jamais été là pour elle, toujours au travail, absent. C'est moi qui les ai élevés, présente à chaque événement, maladie, larmes. J'étais leur vraie famille. Tu as raison, admis chaque commentaire, chaque dénigrement de mes efforts. Tout cela n'était que manipulation calculée. Je sortis d'autres relevés bancaires. Sylvie, 390 000 euros. Lorraine, 412 000 euros. Claudia, 346 000 euros. Un total de 1 148 000 euros investis dans des filles qui n'étaient pas les miennes. Je jetai les relevés sur la table. Après tout cela, quand votre mère a annoncé le divorce, vous avez toutes les trois sauté de joie. Vous avez trinqué, célébré, dit que vous seriez enfin libre de l'homme terne et ennuyeux qui finançait vos existences privilégiées. Sylvie sanglotait, le visage entre les mains. Lorraine fixait le vide, l'expression d'un choc catatonique. Claudia s'était recroquevillée en position fétale, murmurant « Non, non, non ». Béatrice tenta de m'approcher, suppliante. « Javier, on peut arranger ça. Les filles ne sont pas à blâmer. » Je reculai, évitant son contact. Innocentes, elles avaient 26, 24 et 23 ans. Plus de 2 décennies pour me traiter avec un minimum de respect. Au lieu de cela, elles m'avaient transformé en distributeur de billets ambulant, se moquant de moi derrière mon dos. J'avais entendu leur conversation. « On t'aimait » sanglota Sylvie. « Vous aimiez mon argent, ma stabilité, ma volonté infinie de résoudre n'importe quel problème avec mon chéquier » répétai-je avec un rire amer. Mais moi, en tant que personne, en tant que père, en tant qu'être humain, vous ne vous en êtes jamais soucié. Il était 22h32. 3 heures s'étaient écoulées depuis le début de ce dîner. 3 heures qui avaient brisé 28 ans de mensonges. « Dehors !» ordonnai-je enfin. « Sortez tous de ma maison, tout de suite. »« Javier, tu ne peux pas... » commença Béatrice. « Dehors !» criai-je d'une voix qui fit trembler les vitres. « Sortez de ma maison avant que j'appelle la police. » Les 4 se levèrent, trébuchant sous le choc et les larmes. Elles ramassèrent leurs affaires. Sylvie tenta de prendre des documents sur la table, mais je les saisis. « Ceux-ci restent avec moi. Ce sont mes preuves. » Elles se dirigèrent vers la porte, comme des condamnées. Avant de partir, Claudia se retourna. « Papa, je suis désolée, tellement désolée. »« Moi aussi, » répondis-je. « Je suis désolée d'avoir gaspillé 28 ans de ma vie pour une famille qui n'a jamais vraiment existé. » La porte se referma. Je restai seul dans cette salle à manger pleine d'assiettes inachevées, de vins renversés, de documents éparpillés et d'un silence absolu
qui me permit enfin de respirer pour la première fois depuis des décennies. Le dimanche 10 novembre, je me réveillais à 6 heures dans cette maison vide qui n'était plus un foyer. Béatrice n'était pas revenue. Mon téléphone était saturé d'appels et de messages des trois filles. 53 messages non lus. 17 appels manqués. Je supprimais tout sans rien ouvrir. Je fis un café fort et m'assis dans mon bureau. Sur mon bureau, une liste que j'avais écrite la veille. Chaque étape concrète pour leur donner une leçon inoubliable. Premier point, le testament. J'appelais Thomas à 8h30. Je devais refaire mon testament aujourd'hui, sans exception. Nous nous rencontrâmes à son bureau à 10h. Il avait déjà préparé des ébauches. Le Nouveau Testament était d'une clarté brutale. Je, Javier Medina Ortega, en pleine possession de mes facultés mentales, révoque tout testament antérieur et établis ce qui suit. J'exclus expressément comme héritière Sylvie Medina Navarro, Lorraine Medina Navarro et Claudia Medina Navarro pour cause de fraude à la paternité, prouvée par des tests ADN effectués dans 3 laboratoires indépendants. Je nomme comme unique bénéficiaire la Fondation pour l'enfance Esperanza Paris, une organisation dédiée aux enfants orphelins et abandonnés. Je signais chaque page avec une froide satisfaction. Thomas authentifia le document immédiatement, le rendant légalement contraignant, irréversible sans mon consentement explicite. Deuxième point, les propriétés. Les 3 appartements de Sylvie, Lorraine et Claudia étaient techniquement à leur nom, mais j'avais co-signé en tant que garant hypothécaire. Sans mon soutien financier, aucune d'elles ne pourrait conserver ses biens avec leurs revenus actuels. J'appelais chaque banque ce même dimanche. Je demandais mon retrait immédiat en tant que garant, invoquant un changement de situation familiale. Les banques avaient le droit légal d'exiger le paiement intégral immédiat ou une renégociation avec de nouvelles garanties que les filles ne pourraient pas fournir. 3 banques différentes, 3 demandes identiques traitées en moins de 2 heures. J'ai annulé leurs cartes prépayées, fermé et rouvert les comptes d'entreprise où elles avaient des autorisations secondaires et supprimé les virements mensuels automatiques. La voiture de Sylvie, une BMW série 3, était à mon nom. Je l'ai fait enlever ce même dimanche après-midi et vendue à un concessionnaire pour 26 000 € en espèces le mardi suivant. L'assurance maladie privée qui couvrait les 3 filles, via ma police d'entreprise, a été annulée, effective au 1er décembre. Elle devrait désormais se débrouiller seule. Concernant Béatrice, la maison de Neuilly-sur-Seine avait une hypothèque de 140 000 € et une valeur marchande d'environ 800 000 €. Normalement, après vente et remboursement, 660 000 € nets resteraient, soit 330 000 € pour chacun. Mais j'avais un atout. J'ai fait évaluer la propriété par un expert indépendant à 520 000 €, compte tenu du marché et des rénovations nécessaires. Après déduction de l'hypothèque, cela laissait 380 000 € nets, soit 190 000 € pour chacun. J'ai présenté cette évaluation à l'avocat de Béatrice le mardi 13 novembre, via Thomas. J'ai aussi déposé une demande de divorce formel, non par consentement mutuel, mais pour fraude conjugale continue sur 28 ans, incluant la paternité frauduleuse, ce qui annulait toute obligation de pension alimentaire. Le téléphone a sonné sans arrêt le mercredi 14. D'abord Sylvie. « Papa, la banque me donne 30 jours pour trouver un nouveau garant ou je dois vendre l'appartement. Mon salaire ne me le permet pas. S'il te plaît, reconsidère. » J'ai raccroché. 20 minutes après, Lorraine. « Papa, je ne peux pas payer mes études de médecine sans ton aide. Le semestre coûte 18 000 € et je n'ai que 3 000 €. Comment vais-je finir mes études ?» J'ai raccroché. Claudia m'a envoyé un SMS. « Papa, je sais que nous avons fait une terrible erreur en célébrant le divorce. Nous avons été insensibles et cruels. Mais vas-tu détruire nos vies pour un moment de stupidité? Cela te rend-il meilleur que nous ?» J'ai bloqué son numéro. Béatrice est arrivée à mon bureau le jeudi 15 novembre. Ma secrétaire, Carmen, a tenté de l'arrêter, mais elle a forcé son passage, entrant dans mon bureau privé les yeux gonflés et les vêtements froissés, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Javier, il faut que tu arrêtes ça. Les filles sont désespérées. Sylvie a fait une crise de panique et a été hospitalisée hier. »
Lorraine prend des somnifères. Claudia n'a pas mangé depuis 3 jours. Tu les détruis. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, sans émotion. Je ne les détruis pas. J'ai simplement cessé de financer leur vie. Si cela les détruit, c'est qu'elles n'ont jamais été assez fortes. Ce sont tes filles, a crié Béatrice. Non, ai-je corrigé avec une froideur absolue. Ce sont les filles de Ricardo Lopez Santos, actuellement emprisonnées à Soto del Real pour meurtre. Dis à tes filles de chercher leur vrai père. Peut-être pourra-t-il les aider depuis sa cellule. Béatrice s'est littéralement effondrée à mes genoux, les mains jointes en signe de supplication désespérée. Je t'en supplie, Ravière. Pas pour moi, pour elles. Elles ne sont pas responsables de mes erreurs. Elles sont nées dans cette situation. Elles ne l'ont pas choisie. Elles n'ont pas non plus choisi de me traiter avec respect pendant 26, 24 et 23 ans, ai-je rétorqué. Chacune a eu plus de 2 décennies pour apprécier ce que j'ai fait pour elles. Chacune a sciemment choisi de me traiter comme un distributeur automatique. Ce sont leurs choix. Maintenant, elles en vivent les conséquences. Et moi ? A demandé Béatrice d'une voix brisée. J'ai ouvert un dossier. Votre avocat recevra demain une proposition de divorce finale. 190 000 €, plus la responsabilité de la moitié de nos dettes conjugales, dont 200 € de dettes de carte de crédit et votre part de l'hypothèque. Votre part nette finale sera d'environ 172 000 €. 0 pension alimentaire, car mon avocat prouvera la fraude conjugale comme motif de divorce pour faute. Je ne peux pas vivre avec ça, a-t-elle murmuré. J'ai 49 ans. Je n'ai pas travaillé depuis 25 ans. Qui va m'embaucher maintenant ? Je me suis levé, signifiant la fin de l'entretien. Vous avez été infirmière. Vous pouvez le redevenir. Les hôpitaux ont toujours besoin de personnel. Bien sûr, vous gagnerez 1 500 € par mois, au lieu de vivre des millions que j'ai générés pendant notre faux mariage. Mais au moins, ce sera de l'argent honnête, pas volé par la tromperie. Béatrice s'est relevée, chancelante. Un jour, tu comprendras que ce que j'ai fait, c'était par amour. J'aime mes filles. Je voulais les protéger. Non, je l'ai corrigé en ouvrant la porte de mon bureau. Ce que tu as fait, c'était par opportunisme. Tu aimais la stabilité financière que j'offrais, protégeant ton mode de vie confortable. Il n'a jamais été question d'amour, mais d'une survie égoïste à mes dépens. Carmen la raccompagna hors du bâtiment. De ma fenêtre, je l'ai observé se diriger vers le parking, les épaules affaissées, complètement vaincu. Cette nuit-là, j'ai reçu un email de l'avocat de Béatrice acceptant les termes du divorce. Il n'avait pas le choix. Les preuves ADN et la documentation de la fraude étaient irréfutables. Tout juge aurait statué en ma faveur. Ils ont accepté ce qu'ils pouvaient obtenir avant de tout perdre dans un procès prolongé. Le divorce fut prononcé le 28 janvier 2025. 28 ans de mariage dissous par la signature d'un juge. Les appels des filles continuèrent des semaines puis des mois avant de s'arrêter. J'avais bloqué chaque nouveau numéro, filtré leurs emails vers un dossier de spam. J'avais érigé un mur impénétrable entre elles et moi. En mars 2025, Hector m'informa que Sylvie avait vendu son appartement 270 000 €, près de 50 000 € de moins que le prix que j'avais payé. Lorraine avait abandonné la faculté de médecine et cherchait un emploi administratif simple. Claudia avait emménagé avec Béatrice dans un petit appartement de la Via Gas pour réduire les dépenses. Je ne ressentais ni satisfaction, ni culpabilité. Seulement un vide là où une fausse famille avait existé. Avril 2025 marquait 6 mois depuis la vente de Construction Medina SA à un groupe d'investissement catalan. L'offre initiale était de 4,9 millions d'euros, mais j'avais accepté 4,2 millions pour une liquidité immédiate et une clôture rapide. L'accord fut finalisé en décembre 2024, un mois après le dîner révélateur. Avec cet argent sur des comptes suisses et luxembourgeois et les actifs protégés via des transferts à Fernando, j'avais la liberté financière totale de disparaître de Paris et de tout recommencer. Valence m'attirait, peut-être parce que je n'y avais jamais vécu, ni rien construit, n'y avais aucun souvenir contaminé par Béatrice ou les filles. C'était une toile vierge. J'ai acheté un appartement de 150 mètres carrés dans le quartier de Rafah pour 450 000 € en espèces. Un étage élevé,
avec un grand balcon donnant sur une rue étroite animée de petits restaurants et galeries d'art. De ma fenêtre, je voyais la Méditerranée au loin, une ligne bleue promettant des horizons illimités. Les premiers mois furent étrangement solitaires. J'avais oublié comment être Javier sans le poids d'un pourvoyeur familial. Qui étais-je sans la responsabilité de financer la vie des autres? Que fait un homme de 52 ans avec du temps et de l'argent, mais sans but défini? Je marchais beaucoup. Chaque matin à 6h30, je parcourais la promenade du port à la Malvarosa, 10 kilomètres aller-retour. L'exercice brûlait la colère résiduelle qui bouillonnait encore en moi, au souvenir de 28 ans de tromperie. C'est lors d'une de ces marches matinales de fin mars que j'ai rencontré Amparo. Elle aussi marchait seule, d'un pas régulier et déterminé. À 50 mètres devant moi, cheveux bruns attachés en queue de cheval, tenue de sport simple, écouteurs, mais le regard alerte sur ce qui l'entourait. Je l'ai vue 3 matins consécutifs avant d'oser dire bonjour. Le quatrième, alors que nous nous arrêtions simultanément au même kiosque pour acheter de l'eau, elle m'a reconnu la première. « Vous marchez à la même heure que moi », a-t-elle commenté avec un sourire franc. Je pensais que c'était une coïncidence, mais 4 jours de suite suggèrent une routine partagée. J'ai admis, étrangement nerveux, culpabilité. Je suis nouveau à Valence. Je découvre encore la ville. D'où venez-vous? Un changement de vie nécessaire. Mon ton a dû lui communiquer que je ne voulais pas en dire plus, car elle a simplement hoché la tête, compréhensive. Valence est une bonne ville pour les nouveaux départs. Je suis arrivé il y a 7 ans de Burgos pour des raisons similaires. Elle n'a pas insisté ni raconté toute son histoire. Nous avons simplement marché ensemble sur les 5 kilomètres suivants, parlant de sujets neutres, l'architecture valencienne, les meilleurs restaurants de paella, les musées à visiter. Amparo avait 47 ans, veuve depuis 6 ans. Son mari était décédé d'une crise cardiaque massive à 49 ans, en jouant au football amateur. Sans avertissement, il s'était effondré sur le terrain et ne s'était jamais relevé. « J'ai passé 2 ans sous le choc », m'a-t-elle dit lors de notre 10e marche. Puis 3 autres en thérapie pour reconstruire une identité qui n'était pas celle de la veuve de Miguel. Il y a 2 ans, j'ai enfin réussi à respirer sans me sentir coupable d'être encore en vie. Son honnêteté m'a désarmé. C'était rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui comprenait une perte fondamentale sans avoir besoin d'explications élaborées. Pendant ce temps, à Paris, les conséquences de mes décisions se déroulaient, comme les rapports mensuels d'Hector me l'indiquaient. J'avais demandé un suivi basique de Béatrice et des filles, non par plaisir sadique, mais pour m'assurer qu'elles ne chercheraient pas à me localiser à Valence. Sylvie avait trouvé un poste dans un cabinet d'avocats de taille moyenne, avec un salaire de 22 000 € par an, bien loin des 48 000 € précédents. Elle vivait en colocation dans un quartier populaire de Paris et sa BMW avait été remplacée par une Seat Léon d'occasion. Lorraine travaillait comme assistante administrative dans une clinique dentaire pour 18 000 € par an. Ses rêves de terminer ses études de médecine s'étaient évanouis, incapable de payer la 6e année. Son historique de crédit, entaché par des défauts de paiement de voiture, l'avait empêché d'obtenir un prêt étudiant. Claudia avait abandonné l'université et travaillait dans un magasin de vêtements pour 1 200 € par mois. Elle partageait un appartement de 50 mètres carrés dans un autre quartier de Paris avec Béatrice, loué 700 € par mois. Béatrice avait enfin trouvé un emploi d'infirmière dans une maison de retraite. Elle faisait les nuits pour 1 500 € par mois, 25 ans après avoir cessé de travailler formellement. Ses mains, autrefois douces et manucurées, changeaient désormais des couches et administraient des médicaments à des patients atteints de démence qui l'insultaient ou la frappaient. Les tentatives de contact étaient passées de désespérées à résignées en 6 mois. En mars, Sylvie m'a envoyé un email sur ma boîte professionnelle. Elle savait que je ne voulais pas lui parler, reconnaissait qu'elle le méritait, mais elle était dans une situation financière désespérée. Elle devait 15 000 € de dettes automobiles. Les intérêts la tuaient. Elle ne demandait pas pardon, juste un prêt qu'elle promettait de rembourser. « S'il te plaît, papa ?» Je n'ai pas répondu. J'ai effacé l'email. En avril, une lettre de Lorraine est arrivée à mon ancienne adresse parisienne, interceptée par Fernando. « Papa, 6 mois ont passé. Pas un jour sans penser à ce que nous t'avons fait. J'ai été cruelle, insensible, ingrate.
Célébrer ta douleur était impardonnable. Je gagne moins en un mois que tu ne dépensais pour moi en une semaine. J'ai appris ma leçon. La vraie famille se construit sur la loyauté. Tu as été plus un père pour nous en 26 ans que le père biologique ne pourrait l'être en 1000 vies. Si jamais tu trouves une once de compassion, je veux juste te remercier. Je n'attends pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que j'ai enfin compris. Cette lettre m'a fait pleurer, la première fois en 6 mois. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai gardée dans un tiroir de mon bureau à Valence. En mai, un message vocal de Claudia est parvenu via un nouveau numéro avant que je ne le bloque aussi. Papa, je sais que tu vas sûrement effacer ça, mais je dois le dire. J'ai 24 ans. Je vends des vêtements pour des clopinettes. Je vis avec maman dans un appartement qui sent l'humidité et les cafards. Le pire, je mérite chaque seconde de ça. Je mérite la pauvreté, la lutte, parce que j'ai passé 23 ans à te traiter comme une ordure pendant que tu te brisais le dos pour nous donner tout. Je ne demande ni argent ni pardon. Je veux juste que tu saches que ta leçon a marché. Je ne sous-estimerai plus jamais le sacrifice de quelqu'un qui m'aime, même si ce n'est plus toi. Je t'aime, papa, même si je n'ai plus le droit de t'appeler ainsi. J'ai effacé le message, mais ces mots étaient gravés dans ma mémoire. À Valence, Amparo était devenue une constante réconfortante. Pas une romance passionnée, mais la compagnie sincère de deux êtres brisés se reconstruisant mutuellement. Nous dînions 2 fois par semaine, allions au cinéma le dimanche, parlions de tout, sans pression ni attentes romantiques immédiates. Ta vie d'avant te manque ? M'a-t-elle demandé un soir sur mon balcon. L'illusion d'avoir une famille, oui, ai-je admis. Mais pas le mensonge qu'était cette famille. Amparo a hoché la tête. Parfois, les pertes nécessaires font plus mal que les tragiques, car on aurait pu les éviter en voyant les signes à temps. Elle avait raison, absolument raison. Novembre 2025. 1 an s'était écoulé depuis ce dîner qui avait fait exploser ma vie d'avant comme une détonation contrôlée. Assis sur mon balcon à Valence, face au soleil méditerranéen, j'entends Amparo préparer la giorno. J'ai fêté mes 53 ans, entouré de personnes qui apprécient ma compagnie, sans attente financière. Amparo avait organisé un dîner avec ses amis. Enrique le libraire, Rosa l'enseignante, Matteo le photographe. Des gens simples, valorisant les conversations. Sur mon bureau, un dossier me rappelle mes décisions. Les dernières communications de Béatrice et des filles, toutes sans réponse. En septembre, l'avocat de Béatrice m'a informé qu'elle avait signé les documents reconnaissant Ricardo Lopez Santos comme le père biologique des filles. Un processus coûteux. La lettre contenait un mot. « Javier, j'aurais dû faire cela il y a 28 ans. » Cela corrige le registre officiel. Les filles portent désormais le nom Lopez, plus Medina. Tu n'es plus responsable légalement. C'est la seule chose décente que je puisse faire. J'ai signé sans émotion, tournant la page administrative. En octobre, Sylvie m'a envoyé un court email, sa dernière. « Papa, je ne te dérangerai plus. J'ai été promu associé, gagne 3 200 € par an. Je me bats avec les dettes. Lorraine étudie les soins infirmiers et travaille. Claudia a un meilleur poste. Nous grandissons sans ton filet de sécurité. Il était nécessaire de tomber pour comprendre la valeur de ce que nous avions. Merci pour la leçon la plus importante de nos vies, même si cela nous a coûté de te perdre. Ta fille, Sylvie Lopez. » Cette signature finale m'a frappé. Sylvie Lopez, plus Medina ni mienne. La tentation de répondre fut brève. J'ai revu cette nuit d'avril 2024 où elles exultaient, célébrant leur liberté de l'homme terne qui les finançait. Chaque humiliation, mépris et le sentiment d'être un distributeur automatique m'est revenu, éteignant toute envie de contact. La vérité que j'ai apprise. Le pardon n'est pas obligatoire, la réconciliation pas nécessaire. La justice exige des conséquences permanentes, douloureuses mais éducatives. Sont-elles différentes ? Probablement. Ont-elles appris ? Il semblerait. Dois-je les réintégrer ? Absolument pas. Le préjudice n'était pas seulement financier, il était existentiel. Pendant 28 ans, j'ai vécu un mensonge, construit par une femme qui m'a utilisé. J'ai élevé les filles d'un meurtrier, me tuant au travail, croyant bâtir un héritage.
J'ai sacrifié ma jeunesse, ma santé, mes opportunités pour une famille illusoire. Ce temps ne revient pas. Ces années perdues ne se récupèrent pas avec des excuses tardives. Amparo me rejoint sur le balcon avec 2 verres de vin. Elle s'assied. Elle ne demande rien, sachant que j'ai besoin de ce silence. Elle murmure: Ce que j'admire le plus chez toi, Javier, ce n'est pas la vengeance. C'est ta décision de te reconstruire sans laisser le passé te définir. Beaucoup d'hommes seraient restés piégés dans l'amertume. Tu as choisi la liberté. Elle avait raison. J'ai gagné bien plus qu'une simple vengeance. J'ai acquis la connaissance de ma propre valeur, la liberté de vivre authentiquement, sans masque. Je n'ai pas perdu une famille, mais l'illusion d'une famille, un mensonge confortable qui m'enfermait. Suis-je heureux? Le bonheur est un mot complexe. Je suis en paix. Je suis libre. Je vis une vie que j'ai choisie, non imposée par la tromperie. Les matins avec Amparo, les après-midi à lire, les soirs à cuisiner et discuter. Ma vie, réelle et sans manipulation. Le soleil coucha, le ciel indigo, les étoiles et Vénus brillante. Des regrets? Demanda Amparo. De les avoir coupés sans porte ouverte? Non. Ce n'était qu'une transaction. Pas de l'amour. Elles ont appris les conséquences. J'ai appris ma valeur. Nous avons grandi, mais dans des directions opposées. Amparo acquiesça, sans jugement. À Valence, je poursuis ma vie. J'investis dans une start-up locale. Amparo et moi partons en Grèce en décembre, explorant le monde sans hâte. Béatrice changera des couches en maison de retraite. Sylvie, Lorraine et Claudia lutteront financièrement, apprenant la valeur du travail. Le père biologique purgera sa peine jusqu'en 2043, détruit par la prison. Et moi, je vivrai, vraiment, pour la première fois. La vie ne me doit rien. Les trahisons ne définissent plus mon avenir. La famille, c'est la loyauté, pas le sang. Je pris la main d'Amparo. Elle me la serra. Pas besoin de mots. 2 survivants bâtissant sur les ruines. C'était suffisant. Tout ce dont j'avais besoin. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like. Écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et abonnez-vous à la chaîne. Il y aura encore beaucoup d'autres histoires. Ce n'est pas la fin de mon histoire, ce n'est que le début de quelque chose de meilleur.